Bonjour Alexandra, Orion Code. On vous retrouve aujourd'hui alors suite à notre interview du 13 octobre que l'on a publié sur notre page Facebook et YouTube, que beaucoup de gens ont vu, et on voulait vous donner un droit de réponse aujourd'hui puisqu'il y avait une question à laquelle on n'avait pas de réponse par rapport à l'insertion d'un gain de fonction entre les protéines S1 et S2. Et on voulait aujourd'hui faire le point avec vous puisque vous aviez des éléments nouveaux à nous apporter. Bonjour Marco, oui, contente de vous retrouver déjà. Je pense que c'était important de faire ce petit point. Vous m'avez posé cette question de savoir si la séquence dans le virus SRAS-CoV-2 qui était située entre la protéine S1 et S2, qui encore une fois est le message S, on va dire, est-ce que s'il avait été ailleurs, ça aurait eu une importance? Et la réponse est oui, ça aurait eu une importance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, l'originalité de placer ce gain de fonction de cette séquence qui peut être clivée par la furine, c'est-à-dire en fait qui peut être reconnue par nos cellules, elle est mise au niveau de protéines membranaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont à la membrane. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on donne à cette clé reconnue par les cellules humaines? On lui donne la possibilité d'être accessible. Donc effectivement, c'est un peu comme si vous étiez devant une porte et qu'on vous met la clé près de la porte. Et cette séquence a, pour autre particularité, ce principe même de mettre une séquence clivable qu'on peut couper par la furine au milieu de protéines membranaires virales n'est pas naturel. Pourquoi je le sais? C'est parce qu'elle a fait l'objet d'un brevet. C'est-à-dire qu'en fait, on brevette pas les choses qui sont naturelles. On brevette à partir du moment où il y a eu un peu d'ingénierie humaine, un peu de réflexion. Et le brevet 7223 390B2 rapporte très exactement ce concept d'apporter cette petite séquence au niveau de... Si on comprend bien, cette séquence, donc on a la réponse à notre fameuse question, elle On a aurait la été réponse. placée n'importe où avant, n'importe où après, n'aurait pas pu permettre cette fameuse... Ça dépend où elle était, mais voilà, en tout cas là, elle est idéalement située et elle est située non seulement pour ouvrir la porte, mais elle est située comme l'avait défini ce brevet que vous avez retrouvé. que j'ai pu retrouver. Vous avez fait un petit travail de recherche effectivement qui nous a été utile et c'est pour ça qu'on fait cet échange aujourd'hui, puisque justement on va mettre en lien le brevet justement pour que les gens puissent le découvrir. Donc comme vous disiez, on ne brevette pas les choses qui sont existantes naturellement, mais les idées, c'est-à-dire qu'en fait l'idée d'insérer entre la protéine S1 et S2 cette séquence est défendue, protégée par un brevet. Alors l'idée de porter la séquence conclive à la furine dans une protéine membranaire virale est protégée par un brevet et applicable à différents virus. C'est vraiment véritablement un principe en fait. Et du coup, cela donne à ce virus la capacité d'être décodé par l'être humain. Voilà, d'être en tout cas, de lui donner la possibilité de faire ces fameuses modifications dont le virus a besoin pour se répliquer. Sans cela, le virus ne pourrait rien faire dans notre organisme, si je comprends bien. Alors sans cela, ça dépend, hein, mais en tout cas, parce qu'on a déjà vu des coronavirus qui passaient à l'homme et qui n'avaient pas cette séquence de gain de fonction au milieu, mais en tout cas, clairement, ça lui donne un avantage compétitif à être un virus qui se propage chez l'homme plus que chez des animaux, parce qu'on a cette... D'accord. Voilà. Donc effectivement, ce qui vient bien confirmer ce que vous disiez lors de l'interview du 13 octobre, c'est un débat qui mérite d'être ouvert. C'est un débat qui mérite d'être ouvert et qui d'ailleurs a été repris par un de mes collègues du CNRS en repositionnant l'importance de questionner
cette origine du virus et où il apporte dans la conclusion de son article des éléments de langage qui montrent que nous sommes probablement très proches l'un et l'autre en convergence d'analyse. D'accord. Donc effectivement, c'est un article qu'on avait relayé. On remettra dans la description les sources pour que les gens puissent découvrir tout cela. Et l'article de mon collègue publié par le journal du CNRS. Exactement, c'est celui-là d'ailleurs dont je parlais et qu'on va relayer, puisqu'effectivement, ça nous a un petit peu rappelé à l'intérêt de remettre en cause l'origine. Oui, parce que quand même, LCI m'avait attaqué de complotisme sur ce point. Donc c'est quand même intéressant de montrer que finalement, il y a beaucoup de mensonges dans ce qui est relayé sur moi ou sur mes propos. Mais effectivement, on voit qu'il y a très peu de travail d'enquête de la part de beaucoup de médias et sur cette question de l'origine du virus. Donc ça viendra apporter un petit peu d'éléments... Ah oui, on avait vraiment l'impression qu'on n'avait pas le droit de poser cette question. Effectivement, il y a énormément de choses maintenant qui sont interdites de penser, surtout dans le domaine du coronavirus. Alors, ou penser ou poser la question, puisque moi je posais simplement la question. Il y a beaucoup d'ailleurs de chercheurs et de scientifiques qui s'interdisent cette question de l'origine du virus. Oui, c'est curieux ça. C'est quand même inouï. Ouais. En tout cas, on va creuser. Merci. On reviendra là-dessus. Je voulais juste savoir, par rapport à notre échange du 13 octobre, depuis ce moment-là, il y a eu une légère augmentation du nombre de morts. Je vous remercie de poser cette question qui est très importante. Oui, tout à fait. Ça ne vous a pas échappé. Nous étions vraiment dans un plat très important quand même lors de notre entretien. Alors, si vraiment il y a cette deuxième vague, déjà il faudrait qu'on se définisse des mots. Parce que je crois que je ne parle pas le même langage que certains de mes collègues qu'on entend tout le temps sur les grands médias. C'est-à-dire que pour moi, une deuxième vague, c'est un deuxième pic épidémique. Ce n'est pas ce que l'on constate aujourd'hui. Ah, ce n'est pas ce que l'on constate aujourd'hui, parce que qui dit deuxième pic épidémique dit même dynamique avec un taux de doublement des morts qui va prendre à peu près le même temps. Alors là, vraiment, on n'est pas du tout sur la même dynamique. Donc, que le virus, après une épidémie, un pic épidémique, continue à circuler, c'est une évidence. Qu'au moment où la saison est propice à ce que le virus se réplique plus facilement chez les patients, c'est aussi une évidence. Et donc ça, c'est important que les gens comprennent qu'on n'est pas... on n'est pas en train de les rassurer pour rien. En revanche, les mesures sont encore une fois totalement disproportionnées et on voit bien qu'elles entretiennent des choses très dangereuses. Je m'explique. Déjà, il y a quand même eu, clairement, j'ai constamment des remontées. Je vous en ai échangé une tout à l'heure, qui est arrivée alors que nous nous parlions, d'SMS qui me sont envoyés ou de messages qui me sont envoyés en disant « mais je ne comprends pas, ma mère est morte du cancer et on l'a étiquetée Covid ». C'était en Bourgogne il y a 2 jours. C'est effectivement un petit peu surprenant. Et c'est assez fréquent, visiblement. Alors, je n'ai pas de statistiques, mais vu le nombre de témoignages que je compile, du coup, c'est vrai que c'est vraiment préoccupant d'imaginer. Alors, cet étiquetage Covid, cet étiquetage de raison de la mort du patient, elle a tout son intérêt. Et d'ailleurs, Anthony Fauci, qui est celui qui a véritablement orchestré un bon nombre de nos décisions à partir des États-Unis, en influençant notamment, en tout cas en étant très écouté par l'OMS notamment, a publié en 2008 dans le Journal of Infectious Disease, nous mettrons ça en ligne, un article qui dit, vous savez, nous risquons d'avoir une nouvelle pandémie et pour cela, il serait intéressant de regarder les pandémies du passé et de voir de quoi étaient morts les gens.
C'est intéressant et c'est très scientifique comme démarche. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il reprend concrètement des spécimens de poumons, notamment de défunts, des gens qui sont morts de la grippe espagnole. On rappelle quand même que pour la grippe espagnole, on parlait de 30 millions de morts. Eh bien, il les reprend et il dit, mais finalement, on a dit qu'ils étaient morts de la grippe espagnole, mais ils sont morts de quoi? Ça, c'est une démarche scientifique. Donc, il regarde et il dit, ah ben, en fait, ils ne sont pas morts du virus. Ils sont morts d'infections secondaires bactériennes. Et il explique tout parfaitement, au point qu'il conclut son article en disant, désormais, à l'avenir, si jamais il y a une autre pandémie virale, il sera intéressant de se stocker en antibiotiques, ce qui revient encore une fois et toujours sur le fait que nous avons des traitements depuis le début de cette épidémie pour traiter la Covid-19 et que ce sont des traitements antibiotiques de type macrolide. Alors, tous les généralistes, enfin un très grand nombre l'ont remarqué dans leur patientèle et étaient très contents de n'avoir aucun décès à déplorer, si ce n'est parfois des suicides ou voilà, des choses qui ont dû au confinement et dont on ne fait pas assez état. Donc c'est faux de dire que nous n'avons pas de traitement. Donc alors pour moi c'est faux de dire que nous n'avons pas de traitement parce que la preuve en est le delta de taux de létalité d'un pays à l'autre. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne et vous voyez qu'ils avaient un taux de létalité extrêmement bas par rapport à la même maladie qui est Covid-19. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait qu'en février, 700 000 doses d'hydroxychloroquine ont été commandées. En mars, 1 million de doses d'hydroxychloroquine ont été commandées et que dans les cas de patients en phase terminale où vraiment le patient n'allait pas bien du tout, injection intraveineuse de vitamine C à haute dose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces moyens sont des moyens qui finalement, en tout cas, à regarder nos voisins, ont eu une efficacité. Et donc c'est très intéressant parce qu'au moment où on nous dit qu'il va y avoir, qu'on est en pleine deuxième vague, bien, on espère de tout notre cœur que le gouvernement va avoir été capable de mettre les traitements en relation avec une dite deuxième vague. Alors, donc, moi, je ne peux pas dire deuxième vague parce que vous comprenez, ce n'est pas un deuxième pic épidémique, mais on va dire le fait qu'il y ait encore des patients Covid et ces patients Covid n'ont pas à mourir compte tenu du fait que nous savons comment les prendre en charge. Donc ça, j'aimerais redire ça, et ça c'est vraiment important, de le partager, de le relayer. Et si jamais il y a un taux de létalité presque aussi important peut-être que ce qu'on a vécu dans le passé, c'est une incompétence par rapport au traitement qu'on donne aux patients. Quelles sont les originalités de notre prise en charge? Nous avons interdit l'hydroxychloroquine, encore une fois, tout récemment. Exact. Première originalité, parce qu'effectivement, Der Spiegel a publié le fait qu'eux avaient donné en février, en mars. Deuxième originalité de notre prise en charge médicamenteuse, celle du 16 octobre, décret du 16 octobre, qui dit « Oula, Marco, je vous sens un petit peu faible, vous m'avez l'air d'avoir un Covid, eh bien, comme vous avez un certain âge, je vais vous injecter en intraveineuse du Rivotril. » Vous parlez du fameux décret Rivotril. Le fameux décret Rivotril. En quoi il change du premier décret Rivotril qui est en plein surtout, c'est que déjà, on avait le bénéfice du doute, on peut dire. On imaginait, même s'il y avait quand même la contre-indication qui était claire de ne pas donner en cas d'infection respiratoire du Rivotril, ce qui quand même pose problème. C'est une contre-indication. Le risque, c'est de mettre la vie du patient en danger avec le Rivotril. À partir du moment où il y a cette contre-indication en infection respiratoire, à partir du moment où, comme je vous l'ai expliqué, qui dit virus dit risque d'infection secondaire bactérienne, et vous voyez donc là tout le problème aigu que Fauci connaît, d'étiqueter la mort de quelqu'un sur une raison comme le virus Covid. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut être certain que tous ces morts
alors qu'on croyait pendant la grippe espagnole, pendant la pandémie de 1957, pendant celle de 1968, qu'ils étaient morts des virus qu'ils avaient rencontrés, et qu'en regardant leurs échantillons, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient morts des bactéries. Et ça pose un énorme problème, qui est celui qu'on est en train de nous mettre des masques qui favorisent évidemment l'émergence de bactéries, le fait d'avoir un espèce de cocon, de cocotte minute de bactéries et de virus devant notre nez. Et ça, c'est quand même très, très, très préoccupant au moment où on se dit que le virus circule encore. Ça veut dire qu'il y a des risques d'infection secondaire bactérienne. Et on sait que toutes les bactéries, on ne sait pas forcément les prendre en charge parce qu'il y a des résistances aux antibiotiques, parce qu'on n'a pas forcément le temps de savoir quelle est la souche qui... et d'ailleurs, on ne va pas forcément le rechercher parce que si on dit son test PCR est positif, on ne va même plus aller rechercher les souches bactériennes possiblement en cause. D'accord. Puis on a vu à quel point les tests PCR peuvent être remis en cause avec l'amplification. Voilà, alors dans cette histoire de deuxième vague, entre guillemets, il y a évidemment le fait que si on les comptabilise par cas, on est en train de comptabiliser les tests PCR positifs et on sait que là-dedans, l'écrasante majorité, jusqu'à 90%, n'est pas liée au Covid, donc c'est juste la trace du virus, et que finalement, donc on ne peut pas raisonner par les cas, ça n'a pas de sens. On peut à ce moment-là, à mon avis, raisonnablement raisonner sur le nombre de décès. Si jamais on ne se trompe pas et qu'on ne comptabilise pas en un jour ceux qui sont morts en 4 jours, ça fait quand même sa différence, une sacrée différence. Et puis, il y a un autre point sur lequel j'aimerais alerter les gens. Alors, voilà, comme ça, je ne peux plus être traitée de rassuriste. C'est que, véritablement, dans certaines régions, le virus, à cause du confinement, n'a pas circulé. Et donc, le Vaucluse, l'Hérault, l'Isère, il y a eu tellement peu de cas dans le fameux premier pic épidémique que ça ne pouvait pas être considéré comme un pic épidémique. En revanche, il y a une augmentation des décès par Covid, et vraisemblablement parce que cette région subit de plein fouet le premier pic épidémique. Et c'est une chose que nous avons vue aux États-Unis, dans tous les grands pays. On a bien vu que, selon les régions, le premier pic épidémique, pour moi le seul pic épidémique, arrivait de façon séquentielle, pas au même moment. Parce qu'effectivement, ça dépend du nombre de patients qui vont propager et qui vont être dans une situation propice à participer à la contagion par la Covid-19. Et donc ça, c'est important parce que au moment où certaines régions devraient baisser la garde, je pense notamment à la Moselle, au Bas-Rhin, où on voit vraiment qu'il y a eu un pic épidémique et que maintenant on est asymptotique zéro, et bien en revanche, il y a des régions sur lesquelles il faudrait être vigilant, un peu comme dans le pic épidémique. Donc vous voyez, c'est tout le contraire de cette espèce de confinement national qu'on nous fait vivre. C'est une analyse contrastée, région par région, département par département, qu'il est important de faire et que les gens doivent réclamer en nombre de décès pour savoir si leur département est à risque ou non, et indépendamment de toutes les courbes qu'on est en train de nous faire sur les nombres de lits de réa, sur les nombres d'hospitalisations qui sont l'objet de différents paramètres, comme vous le savez. Merci beaucoup Alexandra Merci pour ces éclaircissements et cette mise au point. Merci beaucoup.